J'habitais dans un studio de 12 mètres carrés, à Créteil, mangeant des pâtes froides directement dans la casserole, quand j'ai reçu l'appel qui a tout changé. Un notaire de Bordeaux m'annonçait que mon grand-père, mort depuis 40 ans, m'avait légué un domaine viticole à Pomerol d'une valeur de 22 millions d'euros. Je m'appelle Marc Beaumont, j'ai 46 ans. Et jusqu'à la semaine dernière, j'étais simplement un électricien de Maison Alfort qui travaillait sur des chantiers en région parisienne. Ma femme venait de partir avec tout ce que j'avais construit en 20 ans de mariage. Mes enfants me croyaient un raté. Et je dormais sur un matelas posé directement sur le lino d'un appartement qui sentait l'humidité et les poubelles du restaurant chinois en dessous. Mais ce coup de téléphone m'a révélé que toute ma vie avait été une mise en scène orchestrée par l'homme qui m'avait tout pris. Que ma femme avait été placée dans mon existence il y a 23 ans. Que le domaine viticole que ma famille possédait depuis 3 générations m'avait été volé par des gens que je croyais être de simples connaissances. Voici l'histoire de comment j'ai découvert la vérité. Et comment la justice, même après 40 ans, finit toujours par arriver. Maison Alfort n'est pas Paris, mais ce n'est pas non plus la province. C'est cette banlieue sud-est où les gens travaillent dur, paient leur pavillon à crédit, et élèvent leurs enfants en rêvant que peut-être, ils auront une vie meilleure. J'ai commencé comme apprenti électricien à 18 ans chez Bouygues. Mon père, Maurice, était contremaître dans une usine Renault à Boulogne-Billancourt. Ma mère, Françoise, travaillait à la cantine d'une école primaire. On n'avait jamais manqué de rien, mais on n'avait jamais eu de surplus non plus. Chaque euro comptait. À 25 ans, j'ai obtenu mon diplôme d'électrotechnicien. À 28 ans, j'avais ma propre camionnette et suffisamment de clients pour arrêter de sous-traiter. Les chantiers s'enchaînaient. Installation électrique dans des bureaux, rénovation d'immeubles haussmanniens, dépannage d'urgence à 3 heures du matin quand un transformateur lâchait dans un hôpital. Je gagnais correctement ma vie. Pas riche, mais honnête. 60 000 euros par an en moyenne, parfois 75 000 les bonnes années quand les gros chantiers s'empilaient. J'ai rencontré Céline Moreau à une fête foraine à Charenton en 1998. J'avais 23 ans, elle en avait 20. Des cheveux châtains qui tombaient sur ses épaules, un sourire qui m'a fait oublier mon nom. Et cette façon qu'elle avait de rire en cachant sa bouche avec sa main. Elle travaillait comme assistante dentaire dans un cabinet rue de la Roquette, gagnait 1 200 euros par mois et rêvait d'avoir une maison avec un jardin. On s'est mariés en 2001 à la mairie de Maison Alfort. Réception au restaurant Le Petit Marguerite. 50 invités, un DJ qui jouait du Goldman et du Sardou, et Céline dans une robe blanche qu'on avait payée en 3 fois. C'était parfait à mes yeux. Antoine est né en 2006, un matin de février où il neigeait sur Paris. Margot est arrivée 3 ans plus tard, un été caniculaire où les maternités de l'AP-HP débordaient. J'ai tenu mes 2 enfants dans mes bras en me disant que j'allais leur donner tout ce que je n'avais jamais eu. La maison, on l'a achetée en 2008, juste avant la crise. Un pavillon de 4 chambres à Maison Alfort, rue du Général Leclerc, 285 000 euros avec un crédit sur 25 ans. Céline a repeint toutes les pièces en jaune pâle. Elle disait que ça rendait la maison plus lumineuse. Elle avait raison. Mon grand-père Jean Beaumont est mort quand j'avais 6 ans, en 1985. Je me souviens à peine de lui. Un homme grand et sec qui sentait le tabac et le vin rouge, qui me donnait des pièces de 2 francs quand ma mère ne regardait pas. Mon père ne parlait jamais de lui, sauf pour dire qu'il avait mal fini sa vie et fait de mauvais choix. Quand je demandais ce que ça voulait dire, ma mère changeait de sujet. Les premières fissures dans notre mariage sont apparues en 2020, pendant le confinement. Céline s'est mise à passer des heures sur son téléphone, à se plaindre que la maison était trop petite, que notre vie était trop ordinaire. Elle a rejoint un club de lecture à Vincennes, puis un cours d'œnologie, puis des soirées réseau avec des entrepreneurs. C'est là qu'elle a rencontré Olivier Dufour. « C'est juste un ami qui m'initie au vin », disait-elle. « Il possède un domaine en Gironde. » Il a des relations, Marc, des vraies relations. Peut-être qu'il pourrait t'aider à développer ton affaire. Olivier avait 53 ans, portait des costumes de chez Arnis, conduisait une Mercedes classe S et possédait un domaine viticole à Pomerol d'une valeur de 40 millions d'euros selon les articles que Céline me montrait sur son iPad. Il venait à Paris 2 fois par mois pour rencontrer des distributeurs. Ces visites coïncidaient étrangement avec les soirs où Céline devait sortir avec les filles. Le jeudi 14 mars 2024. Cette date est gravée dans ma mémoire comme une cicatrice. J'avais fini un chantier à Ivry-sur-Seine plus tôt que prévu.
Un nouveau système électrique dans un immeuble de bureaux. Le chef de chantier m'avait laissé partir à 15 heures. Tu as l'air crevé, Beaumont. Rentre chez toi. Je suis arrivé rue du Général Leclerc à 15h45. La Mercedes noire d'Olivier était garée devant ma maison. Pas discrètement sur le côté, non. Juste là, devant mon portail, comme si elle avait tout le droit d'être là. Les volets de notre chambre étaient fermés en plein après-midi. J'ai garé ma camionnette 3 maisons plus loin et je suis resté assis derrière le volant pendant 10 minutes, les mains sur le volant, essayant de trouver une explication logique. Peut-être qu'Olivier avait un malaise. Peut-être que Céline l'aidait avec quelque chose. Puis j'ai entendu leur rire, à travers la fenêtre entr'ouverte de notre chambre. Son rire à elle. Celui qu'elle n'avait plus eu pour moi depuis des années. J'ai ouvert la porte d'entrée avec ma clé. La maison sentait un parfum que je ne connaissais pas. Cher. Masculin. Pas le mien. Je suis monté l'escalier. Chaque marche craquait sous mon poids, comme elle avait toujours fait. En haut, j'ai vu la chemise d'Olivier pliée sur la chaise du palier. Sa cravate Hermès pendue à la poignée de porte. J'ai ouvert la porte. Céline était assise au bord du lit, en train de remettre son soutien-gorge. Olivier, torse nu, cherchait son pantalon. « Marc » dit-elle. « Pas chéri, pas mon amour. Juste Marc, comme si j'étais un livreur qui s'était trompé d'adresse. Tu rentres tôt, continua-t-elle en boutonnant son chemisier avec des gestes calmes, méthodiques. Tu devrais prévenir. Olivier me regarda avec quelque chose entre la gêne et l'arrogance. Il enfila son pantalon sans se presser. « Écoute, Marc, dit-il, c'est délicat, mais nous sommes adultes. »« Adultes » répétai-je. Ma voix sortait étranglée. « C'est fini entre nous depuis longtemps, » intervint Céline. « Tu le sais, je reste parce que les enfants. Mais regarde-toi, tu es électricien, tu sens le câble brûlé et le plâtre. Olivier m'offre une vie que tu ne pourras jamais me donner. J'ai construit cette maison pour toi. Tu as acheté un pavillon de banlieue avec un crédit bancaire. Olivier possède un château du XVIIIe siècle avec 15 hectares de vignes. Tu vois la différence ? » Olivier termina de s'habiller et me contourna pour sortir. « Rien de personnel, mon vieux, » dit-il en passant. « Simplement, parfois, les femmes veulent plus que des factures d'électricité. » Les papiers du divorce sont arrivés une semaine plus tard. Céline avait engagé maître Sophie Renard, l'avocate la plus redoutable de Paris en matière de divorce. Ses honoraires étaient de 400 € de l'heure. Comment Céline pouvait-elle se payer ça avec son salaire d'assistante dentaire ? Le divorce a duré 9 mois. 9 mois d'audience au tribunal de Créteil, de documents bancaires épluchés, de mensonges transformés en preuves. Céline me décrivait comme un mari violent, alcoolique, qui négligeait ses enfants. Elle produisait des certificats médicaux pour stress post-traumatique, des témoignages de voisins que je n'avais jamais vus. Le juge Bertrand Lacombe écoutait tout avec attention. Lacombe, qui jouait au golf avec Olivier Dufour tous les dimanches au golf de Saint-Cloud, selon l'article de Paris Match que j'ai trouvé plus tard. La décision est tombée le 18 décembre 2024. La maison, à Céline les économies, 87 000 €, 75% à Céline la garde des enfants, résidence principale chez la mère pension alimentaire, 1 800 € par mois. Prestations compensatoires, 45 000 € payables immédiatement. Il me restait ma camionnette, mes outils et 3 200 € sur mon compte. « Tu n'es rien, Marc », m'avait dit Céline dans le couloir du tribunal. « Tu l'as toujours été. Un petit électricien qui pensait être quelqu'un. Les enfants sont mieux sans toi. » Antoine et Margot, mes propres enfants, ne me regardaient plus. Céline leur avait montré des preuves, des documents, des témoignages. Ils me croyaient violent. Ils me croyaient dangereux. « Papa, ne nous contacte plus », m'avait écrit Antoine par SMS. « Maman nous a montré ce que tu as vraiment fait. » Le studio à Créteil coûtait 520 € par mois. 12 mètres carrés au 4e étage sans ascenseur d'un immeuble de 1972. Le papier peint se décollait dans les coins. Le lino était fendu près de la kitchenette. La fenêtre donnait sur un parking où des jeunes faisaient crisser les pneus jusqu'à 2 heures du matin. Ça sentait le moisi, l'humidité et les plats de nouilles sautées du restaurant Bonheur de Pékin en dessous. Chaque soir, à 19 h, les odeurs montaient par les fissures du plancher. Je dormais sur un matelas gonflable que j'avais acheté chez Carrefour pour 29 €. Mon mobilier était constitué d'une chaise pliante, d'une valise qui servait de table et d'un réchaud de camping pour faire bouillir de l'eau. La douche était dans un coin, derrière un rideau en plastique déchiré. Pas de baignoire,
pas de séparation. L'eau chaude durait 4 minutes maximum. Je me lavais à la salle de sport néonaise de Créteil, abonnement à 19,99 € par mois. C'était moins cher que de payer l'électricité pour chauffer l'eau du studio. Pour manger, j'achetais des pâtes à 0,47 € le paquet chez Lidl, des conserves de raviolis à 0,49 €, du pain de la veille à moitié prix. Je mangeais debout, directement dans la casserole pour éviter de faire la vaisselle. Je n'avais pas d'assiette de toute façon. Mon compte bancaire affichait 1240 €. Après le loyer du mois prochain, il m'en resterait 720. La pension alimentaire était prélevée automatiquement le 5 de chaque mois. Mon salaire d'électricien indépendant variait, mais j'arrivais à peine à 2800 € par mois en ce moment. Les chantiers se faisaient rares. Olivier Dufour avait des contacts dans le bâtiment. Étrangement, mes clients habituels ne m'appelaient plus. Les gens m'évitaient. Jean-Paul Mercier, mon ami depuis 15 ans, ne répondait plus à mes messages. Les gars de l'entreprise Legrand, où je sous-traitais parfois, me regardaient différemment. Quelqu'un avait fait circuler des rumeurs. Violence domestique, alcool, problèmes psychologiques. Antoine avait bloqué mon numéro. Margot aussi. J'essayais de les appeler tous les soirs depuis le parking du supermarché, là où le réseau passait bien. Ça sonnait dans le vide. Le moment le plus dur était le dimanche. Les dimanches où j'aurais dû être avec eux. Au lieu de ça, je restais dans mon studio à regarder le plafond, à écouter les bruits de vie des autres appartements, à me demander où j'avais merdé. Début février 2025, j'ai décidé de ranger les affaires de mon père. Mort 3 ans plus tôt d'un cancer, il avait laissé des cartons dans le garage de ma mère à Maison-Alfort. Ma mère me suppliait de venir les trier depuis des mois. « Marc, je ne peux plus garder tout ça. Le garage est plein, s'il te plaît. » J'y suis allé un samedi matin gris et froid. Ma mère m'a ouvert la porte, m'a embrassé sur la joue, m'a proposé un café que j'ai refusé. Trop honte de lui raconter dans quel état je vivais. Le garage sentait le renfermé et l'huile de moteur. Les cartons de papa étaient empilés contre le mur du fond. Outils rouillés, vieux magazines, l'équipe, photos jaunies. Dans le dernier carton, sous une pile de bulletins de salaire de Renault, j'ai trouvé une enveloppe Kraft épaisse avec mon nom écrit dessus. Pas de l'écriture de papa. Une écriture plus ancienne, tremblante. Marc Beaumont. À ouvrir en cas d'extrême nécessité. À l'intérieur, une carte de visite d'un notaire à Libourne, maître François Delorme, et un post-it jauni avec un numéro de téléphone et ces mots. Ton grand-père Jean n'était pas celui que ton père t'a dit. Appelle ce notaire, dis-lui qui tu es. Il attend depuis 40 ans. Je suis retourné au studio et j'ai fixé la carte pendant 2 heures. Maître François Delorme, notaire, 23 rue Fauneuve, 33 500, Libourne. J'ai composé le numéro à 20h15. Étude Delorme, bonsoir, répondit une voix féminine. Bonsoir, je m'appelle Marc Beaumont. J'ai trouvé cette carte et... Marc Beaumont? La voix changea immédiatement de ton. Mon Dieu, attendez, ne quittez pas. 30 secondes plus tard, une voix d'homme âgé prit le relais. Monsieur Beaumont? François Delorme à l'appareil. Je n'arrive pas à y croire. Après 40 ans. 40 ans de quoi? Votre grand-père, Jean Beaumont. Il est décédé en 1985, n'est-ce pas? Oui, quand j'avais 6 ans. Monsieur Beaumont, votre grand-père m'a mandaté en 1984 pour gérer une succession complexe. Une succession qui vous revient. Mais il a posé une condition. Vous ne pouviez en être informé qu'après avoir... Comment dire? Tout perdu. Tout perdu? Ses mots exacts étaient « Quand mon petit-fils n'aura plus rien, quand il aura touché le fond, c'est là qu'il devra savoir. » Je ne comprends pas pourquoi il a dit ça, mais c'était sa volonté. Dites-moi, monsieur Beaumont, êtes-vous dans une situation difficile en ce moment? Je regardais autour de mon studio de 12 mètres carrés qui sentait les nouilles sauter. Oui, très difficile. Alors le moment est venu. Monsieur Beaumont, votre grand-père Jean était copropriétaire d'un domaine viticole à Pomerol, 15 hectares, château Beaumont-du-Four. Quand il est mort, sa part a été placée en fiducie pour vous. Cette part représente aujourd'hui une valeur estimée à 22 millions d'euros. Le téléphone glissa de ma main. Je le rattrapais de justesse. C'est impossible. Mon père m'a toujours dit que grand-père était ouvrier, qu'il n'avait rien. Votre père ne savait pas, ou ne voulait pas savoir. Monsieur Beaumont, pouvez-vous venir à Libourne? J'ai des documents à vous remettre. Des documents que votre grand-père a cachés pendant 40 ans.
Et je crois que ce que vous allez découvrir va changer bien plus que votre situation financière. J'ai pris le TGV Paris-Bordeaux le lundi suivant. Billet de 2e classe, 89 € que j'ai payé avec ma carte bleue en priant qu'elle ne soit pas refusée. 3 heures de trajet pendant lesquelles je n'ai pas pu dormir, relisant sans cesse la carte de visite du notaire. Libourne est une petite ville de 25 000 habitants sur la Dordogne, au cœur du vignoble bordelais. L'étude de Maître Delorme occupait un hôtel particulier du XVIIIe siècle rue Fonneuve, avec des volets bleus et une plaque en laiton poli. François Delorme avait 75 ans, des cheveux blancs soigneusement peignés et des lunettes demi-lune. Son bureau sentait le cuir ancien et le papier. Les murs étaient recouverts d'étagères chargées de dossiers reliés en cuir. « Monsieur Beaumont, dit-il en me serrant la main, asseyez-vous. Je vais vous raconter une histoire que très peu de gens connaissent. » Il ouvrit un dossier épais marqué « Beaumont Jean, succession, 1985, confidentiel. Votre grand-père Jean Beaumont est né en 1928 à Pomerol. Sa famille possédait 7 hectares de vignes, pas énormes, mais de très bonne qualité. En 1952, il s'est associé avec Henri Dufour, qui possédait 8 hectares adjacents. Ensemble, ils ont créé le château Beaumont-Dufour, 15 hectares sur un terroir exceptionnel. Du Pomerol, monsieur Beaumont, un des vins les plus prestigieux du monde. Il sortit des photos en noir et blanc. Mon grand-père jeune, souriant, debout devant un chai. À côté de lui, un homme plus petit, Henri Dufour. Les 2 hommes ont travaillé ensemble pendant 30 ans. Le domaine a prospéré. Dans les années 1970, leur vin était coté 200 francs, la bouteille. Une fortune pour l'époque. Mais en 1983, quelque chose s'est passé. Delorme sortit un autre document, un rapport de police jauni. Henri Dufour est mort dans un accident de tracteur en octobre 1983, officiellement. Mais votre grand-père ne l'a jamais cru. Il m'a confié, juste avant sa propre mort en 1985, qu'Henri avait découvert que son fils Gérard détournait de l'argent du domaine. Henri voulait dénoncer son propre fils. Le lendemain, il était mort. Et mon grand-père ? Jean était effondré. Mais il avait peur. Peur pour sa famille. Il est venu me voir en janvier 1985. Il était malade, il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps. Il m'a donné ses documents. Delorme posa devant moi une liasse de papier. Acte de propriété, statut d'association et un testament holographe. Jean possédait 50% du domaine, légalement. Mais après la mort d'Henri, Gérard Dufour a fait disparaître les documents prouvant l'association. Il a déclaré aux autorités fiscales que Jean n'était qu'un simple employé, que le domaine appartenait entièrement au Dufour. Jean n'a pas pu se battre. Il était mourant. Et il avait peur que Gérard s'en prenne à votre père, à vous. Pourquoi ne rien dire ? Parce qu'il était malin. Il m'a confié tous les documents originaux, toutes les preuves, et il a établi ce testament. À sa mort, ses parts seraient déplacées en fiducie pour son petit-fils, vous. Mais la fiducie ne s'activerait que sous 2 conditions. Première condition, vous deviez avoir au moins 45 ans. Deuxième condition, vous deviez être dans une situation de détresse totale. Ses mots exacts étaient « Quand Marc n'aura plus rien, quand tout lui aura été pris, alors il sera prêt à se battre comme je n'ai pas pu le faire. » Ma gorge se serra. Il savait que les Dufour ne lâcheraient pas, que d'une manière ou d'une autre, ils essaièrent de s'assurer qu'aucun héritier Beaumont ne réclame jamais rien. Jean voulait que vous soyez assez âgé, assez fort, et assez désespéré pour accepter de tout risquer. Delorme sortit un dernier document, une lettre manuscrite. Il a écrit ceci pour vous. « Mon cher Marc, si tu lis cette lettre, c'est que tu as tout perdu. Je suis désolé. J'aurais voulu t'épargner ça, mais les Dufour sont comme des sangsues. Ils ne lâchent jamais. Ce domaine, c'est 15 hectares à Pomerol. C'est ton héritage. Ton vrai héritage. Pas l'argent. Le combat. La vérité. Je n'ai pas pu me battre. J'étais vieux, malade, et j'avais peur pour ton père et pour toi. Mais toi, tu es jeune. Tu es fort. Et maintenant que tu n'as plus rien à perdre non plus. Les Dufour ont volé notre domaine. Ils ont tué Henri. Je ne peux pas le prouver, mais je le sais. Et je sais qu'ils ne s'arrêteront pas. Ils observent, ils attendent, ils s'assurent qu'aucun Beaumont ne reviendra jamais. Maître Delorme a toutes les preuves, tous les documents. Fais-leur payer ce qu'ils nous ont fait. Et Marc, fais attention. Ils sont partout.
même dans ta vie. Surtout dans ta vie. Ton grand-père qui t'aime, Jean Beaumont PS. Ne fais confiance à personne. Surtout pas à ceux qui prétendent t'aimer. Je relevai les yeux vers Delorme. Olivier Dufour, le petit-fils de Gérard. Exactement. Olivier dirige le château Beaumont-Dufour depuis 2005. Il est devenu l'un des viticulteurs les plus influents de Bordeaux. Le domaine vaut maintenant 44 millions d'euros. Sa moitié vous revient légalement, 22 millions d'euros. Ma femme, ex-femme, Céline. Delorme hocha la tête gravement. Nous avons fait des recherches. Céline Moreau a été recrutée par une agence de détectives privée travaillant pour Olivier Dufour en 1997. Elle était étudiante, sans argent. On lui a offert 50 000 francs pour se lier d'amitié avec vous. Puis elle a été payée 2 000 euros par mois pendant 23 ans. Nous avons les relevés bancaires. Les virements venaient d'une société offshore contrôlée par Olivier. Je ne pouvais plus respirer. 23 ans, toute notre vie, les enfants. Olivier savait que, tôt ou tard, vous pourriez découvrir la vérité. Céline était là pour surveiller, pour s'assurer que jamais vous ne creusiez dans le passé de votre famille. Et quand Olivier a décidé qu'il était temps de vous neutraliser complètement, Céline a organisé le divorce. Un divorce qui vous a tout pris. Un divorce géré par une avocate, payée par Olivier. Jugé par un juge ami d'Olivier. Ils ont orchestré toute ma vie. Oui, mais votre grand-père l'avait prévu. Et maintenant, monsieur Beaumont, vous avez le choix. Prendre l'argent, 22 millions d'euros, et disparaître. Ou utiliser ces preuves pour détruire les Dufour une bonne fois pour toutes. Je pensais à Céline m'appelant pathétique, à mes enfants qui ne me parlaient plus, à ce studio qui sentait les nouilles sauter. Je veux les détruire. Delorme m'a mis en contact avec maître Isabelle Fontaine, avocate pénaliste à Paris, spécialisée dans les affaires de fraude et de corruption. Ses honoraires étaient de 600 euros de l'heure, mais elle a accepté de travailler au pourcentage des dommages et intérêts. « Votre affaire est solide », dit-elle lors de notre première rencontre dans son cabinet, avenue Montaigne. Fraude successorale, corruption de juges, détournement de fonds, association de malfaiteurs. Si nous prouvons tout ça, Olivier Dufour fera face à 15 ans de prison ferme. L'enquête a pris 4 mois. 4 mois pendant lesquels j'ai continué à vivre dans mon studio de Créteil, faisant semblant que rien n'avait changé. Olivier ne devait pas savoir. Les enquêteurs ont découvert. Les paiements à Céline. 23 ans de virements mensuels, soit 552 000 euros au total. Les liens entre Olivier et le juge Lacombe. Virements déguisés en honoraires de conseil pour un total de 380 000 euros sur 10 ans. Les liens entre Olivier et mon ancien avocat de divorce, ils avaient étudié ensemble à Sciences Po et étaient copropriétaires d'un appartement à Deauville. Les preuves de l'accident d'Henri Dufour. Un témoin, maintenant âgé de 86 ans, avait vu Gérard Dufour couper les freins du tracteur la veille de l'accident. Mais le plus dévastateur, les documents prouvant qu'Olivier avait fait pression sur mes clients pour me ruiner professionnellement. Lettres, e-mails, coups de téléphone enregistrés. Le 15 juin 2025, la brigade financière a arrêté Olivier Dufour à son domaine de Pomerol, devant les vendangeurs qui préparaient la saison. Le même jour, Céline a été arrêtée à Maison-Alfort. Le même jour, le juge Lacombe a été suspendu et placé en garde à vue. J'ai reçu un appel de Céline ce soir-là. Je ne devais pas répondre. Maître Fontaine m'avait dit de ne parler à personne. Mais j'ai décroché. Marc. Sa voix tremblait. Qu'est-ce que tu as fait ? La vérité, Céline. J'ai juste laissé la vérité sortir. Tu ne comprends pas. Olivier est puissant. Il va te détruire. Il m'a déjà détruit. Ou du moins, il a essayé. Mais tu sais quoi ? On ne peut pas détruire quelqu'un qui n'a déjà plus rien. Les enfants vont souffrir. Les enfants vont connaître la vérité. Ils vont savoir que leur mère a été payée pour mentir pendant 23 ans, que toute leur vie était une mise en scène. Je t'aimais vraiment, tu sais. Au début, c'était juste de l'argent. Mais après, avec les années, je t'ai vraiment aimé. Si c'était vrai, tu aurais arrêté de mentir. S'il te plaît, Marc, laisse-moi partir. Je dirai tout. Je témoignerai contre Olivier. Mais laisse-moi partir. C'est au juge d'en décider, Céline. Plus à moi. Je ne contrôle plus rien de ce qui t'arrive. Et tu sais quoi ? C'est exactement ce que je ressentais quand tu m'as tout pris. Elle a raccroché. Le procès a eu lieu au tribunal de grande instance de Bordeaux en novembre 2025. Olivier Dufour,
15 ans de prison ferme pour fraude, corruption, association de malfaiteurs et complicité de meurtre. L'affaire Henri Dufour a été rouverte. Obligation de restituer les 50% du domaine légalement propriété de la famille Beaumont. Confiscation de tous ses biens. Céline Beaumont, née Moreau. 5 ans de prison, dont 2 avec sursis pour complicité de fraude et faux témoignage. Perte de l'autorité parentale. Juge Bertrand Lacombe. 8 ans de prison ferme pour corruption. Radiation à vie. Maître Sophie Renard. Radiation du barreau. Amende de 200 000 €. Le jugement de divorce a été annulé. La maison m'a été restituée. Mes 87 000 € rendus avec intérêt. Mais le plus important est arrivé 3 semaines après le verdict. Antoine et Margot sont venus me voir. Pas à Créteil. J'avais déjà quitté ce studio. Je louais temporairement un appartement à Vincennes en attendant de décider quoi faire. « Papa », dit Antoine en entrant. Il avait les larmes aux yeux. « On est tellement désolés. Maman Elle nous avait montré des choses, des faux documents. On pensait vraiment que... » Je l'ai serré dans mes bras. « Tu n'as rien à te pardonner. Tu étais manipulé. Vous l'étiez tous les deux. » Margot pleurait. « Est-ce que maman t'a vraiment jamais aimé ? » Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être au début, non. Peut-être qu'avec le temps, oui. Les gens sont compliqués. Même ceux qui nous font du mal peuvent avoir des moments de sincérité. Est-ce qu'on peut revenir vivre avec toi ? Vous pouvez vivre avec moi quand vous voulez, toujours. J'ai vendu ma part du domaine à un consortium viticole pour 24 millions d'euros. Je ne voulais pas gérer des vignes. Je ne connaissais rien au vin. Et surtout, je ne voulais pas de ce lieu chargé de douleur. Avec l'argent, j'ai acheté une maison confortable à Saint-Mandé. 4 chambres, un jardin, rien d'ostentatoire. Je voulais juste un endroit où mes enfants se sentent chez eux. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti trahi par ceux qui devraient vous protéger, si vous avez déjà pensé que vous aviez tout perdu pour découvrir que c'était le début de quelque chose de nouveau, aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'on peut se relever. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà découvert une vérité cachée sur votre famille ? Comment avez-vous réagi ? Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de rédemption, de justice et de victoires inattendues. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, parfois, perdre tout ce que vous avez est le seul moyen de découvrir qui vous êtes vraiment. La fortune n'est pas dans l'argent, elle est dans la vérité.